Chers amis, merci d'être là pour honorer l'ouverture du cycle de conférences à la Maison roumaine pour l'automne 2018, l'année du centenaire. Vous vous rappelez, au début de cette année, il y avait un très grand espoir concernant cet événement, qui est un événement de toute première importance dans l'histoire roumaine, 1er décembre 1918, la création de la Grande Roumanie, de la Roumanie moderne unifiée. Et cette réalisation doit beaucoup, et beaucoup, au général Henri Mathias Berthelot. La Maison roumaine, comme vous le savez, s'est préoccupée depuis longtemps de célébrer cet anniversaire. De l'année 2016, nous avons commencé à s'intéresser à l'événement, surtout qu'en 2016, comme vous le savez, c'est l'année de l'entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre. À nouveau, où la place du général Berthelot est une place éminente. Jean-Claude Dubois, comme vous le savez, c'est le fils du légataire testamentaire du général Berthelot et cousin du général. Je remercie encore une fois le professeur Jean-Claude Dubois d'être là, et je veux souligner aussi l'effort qu'il a fait au début avec son père et puis lui tout seul pour arriver à cette extraordinaire réalisation, publier ce superbe livre intitulé « Souvenirs de la Grande Guerre » par le général Henri Mathias Berthelot. Cette réalisation comble un vide parce que jusqu'à présent, c'était seulement la partie roumaine qui avait été présentée, en commençant avec l'historien Glen Torrey et puis continuant aussi par des livres du professeur Grandhomme, qui a une vision plus globale, mais ce livre a été réalisé aussi grâce aux archives et aux documents mis à disposition par Jean-Claude Dubois. L'existence de ces souvenirs est importante pour l'histoire elle-même et permettra de jeter un coup d'œil plus fin sur les événements de la Grande Guerre. Chers amis, merci cher Alexandre pour cette introduction très intéressante. Et je voudrais dire que c'est un grand honneur pour moi d'être ici pour vous parler du général de mon ancêtre, le général Henri Mathias Berthelot, et du livre de ses souvenirs qu'il a écrit. Et je voudrais dire que ce livre est l'exacte reproduction de ce qu'il a écrit, lui, sans addition aucune. Sauf, bien sûr, les préfaces et les introductions et les biographies. Après Joffre, après Foch, après Castelnau, après Gallieni, Franchet d'Espéré, Lyautey, Berthelot est l'un des officiers généraux les plus importants de cette immense tragédie que constitue la Première Guerre mondiale. Ces hommes ont occupé des fonctions qui les rendaient responsables de milliers, voire de centaines de milliers de vies humaines, avec un seul objectif qui était consensuel, la victoire. Il faut se replacer dans ce cadre à cette époque. Depuis longtemps, j'ai œuvré pour faire connaître le général Berthelot, et je tiens ici à remercier la Maison roumaine pour son appui dans ce domaine. Je tiens aussi à remercier ma famille qui a soutenu pour la publication de ce livre, et aussi l'Université de Lorraine avec le professeur Grandhomme qui a bien voulu réaliser la préface de ce livre et m'a aidé aussi pour la biographie. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler ce qu'était le général Berthelot, tout au moins une petite partie de sa vie personnelle, avant de vous parler du contenu du livre.
Et puis, j'essaierai de prendre quelques exemples dans le livre qui sont caractéristiques, en fait, de ce qu'a écrit Berthelot. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter brièvement donc, quelques éléments importants de la vie du général pour pouvoir ensuite parler du livre, des souvenirs. Donc, vous me pardonnerez parce que j'ai déjà présenté quelques éléments dans une autre conférence, mais je pense que ça, vous serez content que je vous rappelle un petit peu la vie personnelle du général. Donc, je vous parlerai des jeunes années de la famille Berthelot-Dubois et je souhaite vous parler aussi de quelques étapes de sa carrière. Il a été bras droit du général Brugère, puis ensuite bras droit du général Joffre. Il a fait la guerre à l'état-major général et il a eu là un grand rôle lors de la première bataille de la Marne. Ensuite, il a été à la tête, on l'a nommé à la tête d'une division de réserve avec les batailles victorieuses qu'il a dirigées au Labyrinthe, puis à la tête du 32e corps d'armée avec les batailles du Mortum à Verdun. Bon, tout ça, je souligne, c'est très résumé et c'est exactement ce qu'il décrit dans ses souvenirs. Ensuite, je vous parlerai de la première mission, ce qui est beaucoup plus connu pour vous, la première mission en Roumanie. Et il est revenu en France en faisant une mission aux USA. On l'a ensuite promu à la tête de la 5e armée, où il a fait, où il a participé à la 2e bataille de la Marne avec succès. Et puis ensuite, on l'a envoyé en Roumanie à nouveau, lors de sa 2e mission, à la tête de l'armée du Danube. Il a été ensuite gouverneur de Metz, et puis de Strasbourg, et il a commencé à écrire ses souvenirs, qui malheureusement sont restés inachevés. Alors, j'aime bien la peinture que fait le commandant Siriex en 1930 du général. Siriex a servi comme lieutenant lorsque Berthelot était capitaine, et il décrit, il a été le voir dans son petit appartement de la rue de C. Dans son petit appartement, pyjama du matin, sans cérémonie aucune, le général me reçoit amicalement, avec cette bonhomie cordiale qui lui est familière, et qui n'exclut pas, le cas échéant, une pointe de malice. Dès cette époque, il possède l'art de mettre ses subordonnés doublement en confiance vis-à-vis de lui et vis-à-vis d'eux-mêmes. Aussi, ses enseignements étaient-ils fort goûtés. C'était en fait les jeux de Kriegspiel que le général enseignait, et il était très connu pour ça. On aimait avoir dans ses observations s'affirmer une intelligence claire, un jugement sûr, un esprit fin et délié. Ces qualités du capitaine ont persisté chez le général et l'ont conduit haut et loin. Que de trophées, de victoires, que de témoignages de la gratitude roumaine s'accumulent dans son petit appartement. Il crée une atmosphère de gloire discrète et pénétrante que rend plus sensible encore la simplicité du logis. Voilà une description que je trouve bien, qui rend un petit peu tout ce qui concerne les qualités du général. L'origine de la famille Berthelot-Dubois remonte aux deux sœurs Coquart. Et voilà ici, Françoise Coquart et Marie Coquart. Françoise Coquart, donc tous deux originaires de Nervieux, étaient mariés à Claude Berthelot, gendarme, et donc c'était les parents de Henri Berthelot. Et Marie Coquart était mariée à Louis Dubois, mon arrière-grand-père, et donc ont eu comme fils Claudius Dubois, mon grand-père. Donc les deux enfants, Henri et Claudius,
ont été élevés comme des cousins germains et étaient quasiment comme des frères. Et toute sa vie, Berthelot et Claudius ont entretenu de la correspondance et des visites fréquentes. Alors, concernant la famille du côté de Claude Berthelot, il y a eu 2 enfants, Henri Mathias le général et Johannes Berthelot, qui est né en 64, 3 ans après Henri Berthelot. Et par contre, son frère, donc Johannes, est mort d'une chute de cheval. Il a un destin malheureux en 98, en laissant une veuve et son fils, la veuve Louise Berthelot. Toute sa vie, le général s'occupe aussi bien moralement que financièrement de sa belle-sœur, Louise Berthelot, ainsi que de son unique neveu, Georges Berthelot, qui est né en 1896, et Georges, son neveu, mourra en 1926. J'ai mis unique en rouge parce qu'il n'y avait que ce Georges qui était le neveu de Berthelot, et il n'y a pas eu d'autres neveux malgré d'autres bruits. Dans la famille, le général est très populaire, on l'appelle cousin Henri. Même encore maintenant, on l'appelle cousin Henri dans la famille. C'est la gloire de la famille, ses petits cousins et cousines apprécient particulièrement ce personnage célèbre qui leur raconte ses campagnes et ses anecdotes. Et évidemment, il a eu beaucoup de contacts avec des célébrités, des rois, des reines, etc. Avec son cousin Claudius, qui est pour lui comme son frère, comme je l'ai dit, il passe ses loisirs, notamment à la pêche dans la Loire. C'était de ses grandes distractions avec son cousin Claudius, dans la belle région d'Honoré d'Urfé. Honoré d'Urfé, que vous connaissez bien encore, il monte des cerfs-volants et il joue avec ses cousins. Je vous présente ici une représentation de 1908 de la famille Berthelot du Bois, de l'époque, avec à gauche le général, à droite Claudius Dubois, son cousin, mon grand-père, ensuite vous verrez Louise Berthelot, donc la veuve de Johannes, son fils Georges. Ensuite, ce sont mes tantes et mon oncle. Mon père est ici, Henri Dubois, avec les 2 sœurs Cocard qui sont ici, Françoise et Marie Cocard. Donc voilà situés, vous voyez, ils sont ensemble à Nervieux dans cette propriété. On voit les liens constants qu'il y a eu dans cette famille. Voilà la maison familiale de Berthelot à Nervieux, puis duquel mon père a hérité. Nervieux est la commune jumelée avec la commune Général Berthelot en Roumanie, comme vous le savez. Et voilà une autre photo plus récente, qui date de juillet, de la visite de délégués de la maison roumaine qui sont venus gentiment rendre hommage au général, à la maison et auprès de sa tombe également. Alors sur la maison, vous avez... il y a des artefacts. Sur la maison, il y a une plaque ici qui est représentée ici et qui fête le jumelage en 2004 de la commune de Nervieux avec la commune Général Berthelot en Roumanie. Une autre photo de famille avec le général représenté ici, mon père représenté ici. Il s'agit du mariage d'une de mes tantes ici, avec son mari. Et là, on voit les oncles et tantes de la famille Dubois
et Georges Berthelot, qui est ici. Alors, je voudrais aussi maintenant revenir sur les étapes de la carrière du général. En fait, il y a deux grands personnages qui ont marqué la carrière du général. C'est le général Brugère, Henri-Joseph Brugère, qui a été vice-président du Conseil supérieur de la guerre et qui a été aussi gouverneur militaire de Paris. Et c'est lui qui a en fait trouvé avec Berthelot un collaborateur de valeur exceptionnelle et qui a assuré en fait son évolution. Il dit de lui, il est discret et de jugement sûr, c'est un travailleur acharné et on peut l'employer pour des tâches de toutes sortes. Notamment, Berthelot participe à une mission très importante qui est la mission Rochambeau aux États-Unis en 1902. Je vous ai mis ici le cuirassé, le Gaulois, qui a emmené cette mission aux États-Unis. Et il s'agissait évidemment de négocier avec les Américains un soutien éventuel. Et cette mission donc, a été une réussite. Sauf qu'il s'est cassé la jambe et il a dû rester sur le bateau un bon moment. Mais donc il était déjà donc, dans les missions de confiance et finalement très politique. C'est aussi le bras armé par la suite, donc à partir de 1911, du général Joffre. Là aussi, il a un rôle clé dans l'état-major de Joffre, notamment lors de la bataille de la Marne. Et il participe avec Joffre à la mission en Russie en 1913, où il traite avec le grand-duc Nicolas pour le soutien militaire là aussi des Russes et l'ouverture d'un second front à l'Est dans l'éventualité d'une guerre. Elle doit être probable. Alors, venons-en maintenant d'un peu plus près donc, au souvenir de la Grande Guerre et à ce qu'il y a dans ces livres. Tout d'abord, comment étaient écrits ces souvenirs? Eh bien, Berthelot avait un journal de guerre. Et il écrivait tous les jours sur ses petits carnets noirs. Il y en a 6 comme ça. Et ce sont ces carnets, en fait, qui ont servi à réaliser ses souvenirs, à écrire ses souvenirs. Donc, j'ai mis ici un exemple de ces carnets. Vous voyez, c'est écrit tout petit. Et on peut saluer, disons, pour la 4e partie qui a été retapée uniquement à partir de ces carnets, on peut souligner la dextérité, disons, de la secrétaire qui a tapé ça. Ces souvenirs de la Grande Guerre sont constitués de 4 classeurs qui sont ici, c'est 4 parties. Je vous ai mis à titre d'exemple la préface pour la première mission en Roumanie, qui est ici. Et c'est à partir de ce sont ces classeurs qui ont été, et ce qu'ils contiennent bien sûr, qui ont été retapés à l'identique, je le souligne, pour donner ce livre donc, que vous avez lu, qui est ici, qui est assez lourd, effectivement, donc il fait environ 800 pages, mais qui, je le souligne, constitue voilà la table générale des souvenirs de la Grande Guerre. Donc il y a une préface, une introduction. La préface a été faite par Jean-Noël Grandhomme, l'introduction par votre serviteur. Et puis il y a une biographie très complète avec des références.
qui permettent en fait de situer les mémoires et les dates. C'est pas toujours évident, parce qu'il s'agit d'un journal, bien sûr. Donc le journal de Berthelot décrit jour par jour les événements. Donc c'est pas toujours facile de situer dans le temps par rapport au contexte général. Donc ces souvenirs partent du grand quartier général, avec la guerre de mouvement, où là il joue un rôle clé, de la déclaration de guerre au 24 novembre 1914. Une deuxième partie est constituée par ces écritures sur la Somme, le labyrinthe et le mortum, ces commandements. En fait. Donc ça c'est du 24 novembre 1914 au 30 septembre 1916. Une troisième partie concerne la première mission en Roumanie, octobre 1916-1918. Et la quatrième partie porte sur sa mission en Amérique, la 5e armée, qui a commandé, la deuxième mission en Roumanie, avec l'armée du Danube, et ensuite, bon, ses états de service. Et il y a une cinquantaine de photos dans ce livre qui concernent en fait à la fois sa vie militaire et sa vie personnelle. Ces photos sont réparties en quatre feuillets, en 4 carnets. Donc ce sont des photos personnelles donc, du général. La première partie. Alors maintenant, si vous voulez, je vais essayer de détailler les 4 grands chapitres, mais très rapidement, parce qu'on ne peut pas rentrer trop dans les détails. La première partie, c'est la partie au grand quartier général, la guerre de mouvement, de la déclaration de guerre au 24 novembre 1914. Et là, les souvenirs apportent une précieuse contribution à l'histoire et à la genèse du déclenchement de la manœuvre de la Marne. Bon, vous savez que les Allemands ont envahi très rapidement la France en passant par la Belgique. Et au début, il y a une retraite continue et les Allemands foncent vers Paris. Et c'est à la fin, disons au bout de 3 semaines, au lieu de continuer à aller vers Paris, ils obliquent vers le sud. Et c'est à ce moment que l'état-major décide de faire la contre-attaque. La contre-attaque, il y a eu une discussion entre Berthelot et d'autres. Joffre voulant faire la contre-attaque rapidement, début septembre, le 1er ou 2 septembre, Berthelot voulant laisser s'enfermer les Allemands dans la nasse qui allait se constituer. Et finalement, c'est un compromis qui a été fait, puisque le déclenchement de l'ordre de l'attaque a été donné le 4 septembre. C'était une espèce de compromis. Et on peut dire qu'avec le général Berthelot, nous suivons jour par jour, presque heure par heure, dans ce livre, le général Joffre et son équipe. Bon, dès les premiers combats, on voit les yeux s'ouvrir sur l'amplitude de la manœuvre, de débordement ennemi, sur l'importance du renfort apporté à la ligne de combat par les corps de réserve allemands, dont on avait, semble-t-il, sous-estimé les possibilités d'intervention initiale. Et par contre, on a vraiment le sentiment que la bataille reste conduite d'un bout du front à l'autre, malgré les possibilités encore restreintes et les moyens de transmission et de circulation. Notamment, les moyens de transmission, on commence à utiliser bien sûr la radio, mais aussi la localisation par radiogonométrie. Alors ça, il y en a un exemple dans le livre, et ça m'a quand même beaucoup étonné. Et on suit, toujours dans cette première partie, avec la même intensité, la poursuite après la victoire, la course à la mer, plutôt la constante recherche d'extension de l'aile enveloppante, mal perçue par les commandants des armées de gauche,
l'inquiétude devant la baisse rapide des disponibilités en munitions d'artillerie, et puis c'est la victoire et l'arrêt des Allemands. Et Berthelot dit aussi, avoir rédigé l'ordre de la bataille, l'ordre de déclenchement de la bataille, au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe que personne ne recule. Enfin, je ne retrouve pas le texte exact que j'ai lu quelque part. Voilà. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il convient de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Le terrain conquis doit être conservé à tout prix, se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne saurait être tolérée. Dans la deuxième partie, donc ensuite, Berthelot est donc nommé à différents commandements, et il est nommé en particulier à la deuxième armée, et Berthelot s'initie au métier difficile de commandant de division. Il signifie lui-même et initie ses troupes à la guerre de position. C'est vrai que les généraux découvrent un peu aussi ce qui se passe. Et nous revivons avec lui les tragiques combats de 1915 au Labyrinthe et de 1916 à Verdun. À Verdun, il résiste avec acharnement sur la rive gauche de la Meuse au Mortum, pilier de la défense, qui protège Verdun, qui protège la ville de Verdun. Et son témoignage sur l'ensemble de la bataille, sur le rôle du commandant de la deuxième armée, sur les pertes, le courage et les souffrances des combattants, n'est pas moins important que celui déjà apporté par la victoire de la Marne. Donc son unité réalise la prise du Labyrinthe, une bataille qui se passe du 28 avril au 4 juillet 1915. On voit ici des prisonniers allemands du Labyrinthe, qui ne sera pas repris par les Allemands par la suite. Et deuxième illustration que j'ai détaillée, ça qui décrit la lutte pour le Mortum, qui se passe du 1er avril au 18 juin 1916. Alors le Mortum, j'ai mis ici une carte qui représente en fait la position du Mortum, qui est un piton qui est ici. Il y a aussi le bois de Cumières. Donc c'est cette partie que tient la division de Berthelot. Les Allemands arrivent par le nord, Verdun est ici au sud, et il s'agit d'empêcher donc les Allemands de prendre ces positions qui protègent Verdun, protègent la citadelle. Alors, j'ai tiré aussi de son livre cette carte qui donne vraiment, qui est faite par Berthelot, donc qui est tracée par Berthelot, et qui montre vraiment la précision avec laquelle il travaillait. Bien sûr, ça s'est fait par la suite. Et voilà le bois de Cumières dont je vous ai parlé. Le Mortum est ici. Et ce qu'il y a ici en rouge, ce sont les positions, les travaux existants le 15 mars, donc on continue ici en rouge. Et puis ensuite,
on voit, suivant les dates, l'avancée ou le recul des fronts, ici en jaune, en bleu, en rouge. On voit ici en rouge ce qui est le 5 juin, par exemple. Donc on voit en fait la somme en fait de travail qui est fait par les soldats et par les unités. Et c'est ce qu'il décrit avec dans cette partie avec ces cartes. À souligner donc que le mortum en fait a été pris et repris, mais que finalement il est resté dans le giron français. Dans la troisième partie, il parle, et il a rédigé là lui-même la première mission en Roumanie. Voilà la table de ce chapitre. Alors il parle ici, il introduit son départ, le chemin des épingles, et puis il termine ici par son départ pendant 2 mois, le chemin des aiguilles. Bon, on voit bien qu'il appelle ici les épingles une certaine difficulté, et les aiguilles encore des choses un peu plus embêtantes qu'il reçoit. Cette première mission en Roumanie, donc du 15 octobre au 12 mars 1918, qui a été ordonnée par Joffre, il s'agit de réorganiser et approvisionner l'armée roumaine et de coordonner l'aide russe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la France souhaite renforcer le front de l'Est, parce que l'armée roumaine a succombé contre l'armée Mackensen. L'armée Mackensen, en fait, est entrée dans Bucarest le 6 décembre 1916, et la ligne de défense russo-roumaine se réorganise le long du Siret, du fleuve Siret, à l'est du fleuve Siret. Donc on demande à Berthelot de partir en mission pour réorganiser l'armée roumaine et essayer de sauver ce qui peut être sauvé en formant l'armée roumaine qui est là au-delà du Siret. Berthelot part en Roumanie via un trajet assez compliqué parce que Mourmansk n'était pas encore ouvert. Il passe par la Suède et la Russie, tout ça en train. Donc c'est 15 jours de voyage. Il arrive donc le 15 octobre et rencontre à l'Athénée Palace la reine Marie, qui a une longue conversation avec le général et qui dit, en parlant du général, il m'a plu d'emblée. De son côté, Berthelot dit, j'ai trouvé avec plaisir un écho dans les mots de la reine, c'est un bon signe, mais il dit aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc il devient conseiller, son titre c'est conseiller du roi Ferdinand Ier. Donc l'État est reconstitué en Moldavie et a pour capitale Iași quand il arrive. Et sur les conseils de Berthelot, le roi promet une réforme agraire et promet aussi le suffrage universel. Et c'était une chose très importante pour la suite avec la révolution bolchevique, parce qu'il y avait des risques, bien sûr, de contagion du bolchevisme vers l'armée roumaine. Et
il devient alors possible de créer une armée roumaine équipée, bon, surtout par la France. Les commandes sont centralisées à Paris, mais Berthelot garde le droit de contrôle sur l'ensemble. Les voies de livraison sont maritimes, Arkhangelsk, Mourmansk, avec passage terrestre à travers la Russie et en train. Donc avec souvent l'acheminement retardé par les chemins de fer. Et c'est vrai que l'équipement là dépend entièrement du bon vouloir des Russes. Mais l'armée moderne, équipée, qui est donc en Moldavie, les fantassins français prennent en main les régiments roumains, les aviateurs et les mécaniciens très nombreux forment une véritable mission à l'intérieur de la mission, et des instructeurs français forment les Roumains aux différentes spécialités, maniement des armes, grenades, mitrailleuses, canons, mais aussi des dizaines de médecins français, mais aussi anglais, soignent les blessés et luttent contre le typhus. Et des hommes, Berthelot est comme interlocuteur des hommes clés, comme l'ambassadeur Saint-Hilaire, Albert Thomas, ministre de l'Armement, qui vient là pendant un moment, le colonel Pétain, qui est son chef d'état-major direct, le général Présent, qui est le chef de l'armée, Ion Bratianu, le chef du gouvernement, et aussi son ami, enfin, qui viendra son ami, le colonel Radu Rossetti. Et donc en juillet, Albert Thomas, en mai, Albert Thomas, en mai 1917, regarde défiler l'armée roumaine, équipée donc avec le casque Adrian et l'uniforme français, et dit « Regardez-les, ne dirait-on pas des poilus de France ?» Il y a également ici Albert Thomas, à droite, avec Ferdinand Pinet et le général Présent. Les officiers de la mission sont en général détachés auprès des différents officiers roumains pour la formation, participent à la formation. Par exemple, le général Lafont, le colonel Pétain, qui deviendra général Pétain, et aussi le colonel Paul Marie, qui est détaché, lui, auprès d'Averesco. Ici, M. Le Zavre, qui est le petit-fils du colonel général Paul Marie, et qui a joué un rôle très important, parce que c'est un spécialiste de l'artillerie, et il a joué un rôle important auprès d'Averesco. Bon, vous savez que la correspondance avec Averesco, les liaisons avec Averesco n'étaient pas toujours très très bonnes. Il y avait une compétition entre les deux personnalités. Alors j'ai représenté ici le colonel Marie, ici avec Berthelot, et ici, à l'arrivée à Arkhangelsk, sur la Médie. Je pense plus au départ. Au départ de l'Orient, en fait. Sur le bateau, la Médie. Alors, les services de santé, je vous ai dit, sont importants. Il y a plus de 200 médecins et infirmiers français et personnel français. J'ai représenté ici Marie et Ferdinand au front, et puis la reine à l'hôpital de Iași. Un des grands problèmes a été le typhus, qui a causé plus de 300 000 morts civiles. Mais malheureusement, il y a la défection des Russes avec la révolution et les bolcheviks. L'armée qui comptait environ 400 000 hommes équipés par la France et l'Angleterre
remporte une victoire à Marachesti et à Maresti à l'été 1917. Mais le 7 novembre 1917, Kerenski est renversé par les bolcheviks, les Roumains se replient en Moldavie, et le 9 décembre 1917 sont contraints à Foxany de signer une paix et contraints les Français à partir, ce qu'ils font, ce que Berthelot fait le 10 mars 1918, avec 2 mois de voyage via la Russie hostile et Montmans. C'est ce qu'il a intitulé à la fin de ses souvenirs, le schéma des aiguilles. Et donc le 7 mai 1918, la Roumanie va signer une paix séparée avec les puissances centrales, au grand désespoir de Berthelot, puisque vous savez qu'on avait... la Roumanie était rentrée en guerre en 1916 avec la promesse de l'adjonction de la Transylvanie, de la fusion de la Transylvanie. Et donc tout ça semble bien loin à cette époque-là. Mais dans la 4e partie, donc Berthelot qui est rentré en France en mai 1918, et arrive donc le 3 ou 4 mai, prend un peu de repos, et Clémenceau l'envoie immédiatement en mission en Amérique. Donc du 26 mai au 27 juin 1918, et pour négocier les modalités d'envoi des troupes américaines en France. On voit le rapport du général Berthelot. Et quand il revient, il est nommé à la tête de la 5e armée. Et la 5e armée se bat dans la région de Reims, et on verra qu'elle remporte du succès dans ce domaine. Ensuite, on parle de en octobre, il y aura la 2e mission en Roumanie et son rôle à la tête de l'armée du Danube. Donc, à la tête de la 5e armée, Berthelot décrit tout ce qui se passe dans son domaine, et il voit bien que l'armée allemande commence à lâcher pied. En particulier, cette armée libère Reims, et Clémenceau vient rendre visite à Berthelot en juillet 1918, après la libération de Reims. Les attaques continuent, et le 14 septembre, Berthelot déclenche une attaque de grand style avec les Français et Américains, puisqu'il a une division américaine dans son armée, enlève rapidement de nombreuses positions, ravin de Sceaux et de Glenn, et il dit bon, les Allemands peuvent toujours se plaindre, mais qui sème le vent récolte la tempête. Et catastrophe, enfin ce qui trouve être une catastrophe, le 1er octobre, il est convoqué chez Clémenceau à 9h, et il dit « Il m'envoie soulever la Roumanie. Je lui dis que cela m'est fort désagréable. Quand un chien est à la curée, on ne lui enlève pas le morceau de la bouche. Je ne puis arriver en Roumanie qu'avec une armée française, bien que la Bulgarie ait accepté toutes nos conditions. Or, on ne peut rien faire en hiver, et on ne peut passer le Danube qu'au printemps. D'ici là, la curée sera faite. » Bon, mais Clémenceau dit pas question, vous obéissez et vous allez monter l'armée du Danube. On met un contre-torpilleur à sa disposition, le Proté, et il part via l'Italie, il arrive à Salonique. Alors voilà ce que dit son ordre de mission. J'ai photocopié. Le général Berthelot, général de division Berthelot, est désigné pour se rendre dans les Balkans en vue de préparer et diriger, sous l'autorité supérieure du général commandant, c'est Franchet d'Espéré, les commandants des armées alliées d'Orient, l'action militaire destinée à faire entrer à nouveau la Roumanie
dans la lutte aux côtés des puissances de l'entente. Donc son rôle est bien défini et il est chef de l'armée du Danube. Bon, mais l'armée du Danube, il doit la constituer sur place avec les éléments de Franchet d'Espérance. Ça ne se passe pas forcément très bien avec Franchet d'Espérance. Mais quand même, il arrive à monter quelques régiments avec des officiers qu'il a fait venir, dont ses fidèles, le général Lafont, le général Pétain, et puis son ami, le colonel général Rossetti. Et le 10 novembre, il passe le Danube. Bon, ils ont traversé la Bulgarie qui avait renoncé à se battre. Et il passe le Danube et il arrose, en fait, via un avion, il dissémine cet appel aux armes roumains. Les troupes françaises et britanniques franchissent aujourd'hui le Danube pour vous aider à vous libérer du joug sur lequel l'ennemi voulait vous asservir. Et il fait ça, en fait, pour encourager la reformation de l'armée roumaine, mais aussi pour que le roi Ferdinand déclare à nouveau la guerre aux puissances centrales. C'est ce qui est fait. L'armée roumaine est constituée avec environ 150 000 hommes et remporte une victoire. Mackensen est fait prisonnier. Et c'est la gloire de Berthelot qui défile avec le roi et la reine le 1er décembre 1918. La famille royale entre dans Bucarest. Remarquez que Berthelot est à la droite du couple royal. Remarquez aussi qu'il n'y a pas Averesco. En même temps, l'Assemblée nationale d'Alba Giulia proclame l'union de la Transylvanie et de la Roumanie, à la Roumanie. Ainsi écrit l'aviateur René Chambre, la Première Guerre mondiale terminée, la Roumanie qui s'était jetée courageusement dans la lutte avait connu le plus terrible des calvaires, notamment l'hiver 1917, sortait du cauchemar rayonnant et comblé. Alors je voudrais vous lire à ce propos un extrait de la lettre de Berthelot à son cousin Claudius, le 2 décembre, donc le lendemain du défilé. Il dit « Mon cher Claudius, hier dimanche, nous avons eu notre journée de triomphe. D'une part, nous avons fait toute l'armée de Mackensen prisonnière de guerre. Les gens se rendant à merci et sans condition, c'est notre manière de leur faire payer tous les dégâts commis. C'est hier aussi que le roi, la reine et le général Berthelot ont fait leur entrée solennelle dans la capitale de Roumanie, à la tête des troupes alliées. L'enthousiasme a été débordant, comme je m'y attendais. Les officiers roumains ont nommé le roi maréchal et à son tour, il m'a nommé Grand-Croix de l'ordre de Michel le Brave. J'en suis le premier titulaire. Ici, on fait la fête de tous les côtés et je t'avoue que ça me fait grand plaisir. Mais à quand la partie de pêche? Nous avons encore du travail sur la planche, mais j'espère tout de même que ça ne sera pas très long. Alors il dit aussi, j'ai 3 questions principales à liquider. La Dobroudja avec les Bulgares, la Transylvanie avec les Hongrois et la Russie du Sud avec les Bolcheviks. Bon. Et donc c'est ce qu'il va essayer de faire, d'aider. En attendant, il fait une tournée triomphale en Transylvanie, du 25 décembre au 3 janvier 1919. Ici, c'est à Alba Giulia, où il attend le train, je pense qu'il attend le couple royal. Et puis, ici, le 29 décembre, on le voit à Arad, où là aussi, il est acclamé et c'est vraiment une tournée triomphale qui lui démontre la gratitude des Roumains. Alors l'après-guerre, Berthelot soutient de toutes ses forces au prix même d'une brouille avec Clémenceau, qui préférerait partager notamment le Banat avec la Serbie.
Il soutient les revendications roumaines, notamment lors de la conférence de la paix pour la création de la Grande Roumanie avec la Transylvanie, la Bessarabie et la Dobroudja. Bon, j'ai écrit ici les traités de Saint-Germain avec l'Autriche, de Neuilly avec la Bulgarie, de Trianon pour la Hongrie, de la Bessarabie, et qui permettent de former la Grande Roumanie. Les parties donc en Hongrie sont les acquisitions nouvelles, étant entendu que la Dobroudja était revenue dans le giron roumain. J'ai mis aussi la commune, j'ai placé la commune Général Berthelot, puisque Berthelot est nommé citoyen d'honneur de la Roumanie. L'État roumain offre la maison et le domaine de Farcadin au général, c'est ce que vous avez vu sur la carte. Et la commune a pris le nom de commune Général Berthelot. Il reçoit donc en don ce domaine de Farcadin de Jos. On le voit ici, ça doit être en 1923, avec tous les citoyens de la commune. Donc le livre, en fait, ses souvenirs s'arrêtent en fait en 1919. Mais il va continuer bien sûr à aller, à garder tous ses contacts en Roumanie, à visiter la Roumanie, à aller dans sa maison. On le voit ici avec la famille royale. C'est en 1923. On voit ici, là c'est beaucoup plus connu, dans ses laurats, dans sa commune en 1924. Et puis il inaugure aussi des monuments aux morts. Bon, alors là, il inaugure le monument aux morts dédié aux soldats français morts en Roumanie, à Bucarest. C'est le parc de Sismigiu, je ne sais pas si je prononce bien, et en présence notamment de Foch, de Pétain, de Végan, le 19 octobre 1922. Et on le voit ici faire son discours à ce jour-là. Il dit « Nous voulons que les enfants qui jouent dans ce jardin ne connaissent pas les souffrances que nous avons connues. C'est un symbole et une promesse, amis des mauvais jours, amis des jours de fête. C'est bien cela que nous sommes, et c'est bien cela que ce monument signifie. » Il montre aussi la personnalité du général. Il donc reviendra souvent en Roumanie. Il sera donc gouverneur de Metz et de Strasbourg. On le voit ici recevoir le couple royal lorsqu'il est gouverneur militaire de Strasbourg en 1924. Et puis il fait sa dernière visite en Roumanie date du 26 mai 1930, avec où il assiste à une séance solennelle en son honneur. Il décède le 28 janvier 1931. Il lui fait des funérailles nationales aux Invalides. Il décède en fait des suites de son diabète. Et c'est le maréchal Pétain qui fait son discours le concernant. Mais il voulait être enterré à Nervieux, et voilà la famille à l'enterrement à Nervieux, où ici son maison, et mon père, donc, son héritier et légataire universel. Donc il est enterré à Nervieux, avec la tombe qui est représentée ici, en présence d'une délégation qui honore de Berthelot, une délégation de la maison roumaine, que je remercie vivement en son nom. Et je terminerai avec une citation du journal roumain Viitul, lors de la mort de Berthelot le 1er février 1931, qui dit « Nous l'avons beaucoup aimé, nous le vénérons,
Il était la France, mais il était le nôtre aussi. Son image restera inoubliable dans les chroniques du romanisme, alors que son âme traversera les générations comme héritage glorieux de la nation. Voilà, je m'arrêterai ici et je vous remercie vivement de votre attention. J'espère avoir Et je crois que la meilleure façon de nous exprimer la reconnaissance pour avoir accepté de faire cette deuxième conférence à la Maison roumaine. La première était, comme je vous l'ai déjà dit, au début des années 2016, l'année de l'entrée de la Roumanie de la Grande Guerre, et maintenant, c'est l'automne 2018, quand on rentre dans la ligne droite vers la fin de l'année du centenaire. Donc, cette période extrêmement importante pour la Roumanie, Jean-Claude Dubois l'a ouverte en quelque sorte, et il est presque en train de la clôturer. Je voudrais dire aussi, excuse-moi de t'interrompre, je voudrais dire aussi que je remercie vivement la Maison roumaine et Alexandre qui m'ont encouragé et me donné l'envie de faire éditer ce livre et les mémoires complètes donc, du général. Merci encore. Bon. Cher Jean-Claude, c'est nous qui nous sommes excessivement honorés d'avoir pu, si modestement que ce soit, contribuer d'une façon quelconque à honorer cette grande personnalité française qui représente vraiment, c'est un symbole de relation entre la France et la Roumanie. Et nous sommes là, c'est une des grands objectifs de la Maison roumaine. Et nous avons eu cette grande chance que toi, tu as bien voulu nous offrir de contribuer un petit peu à la sortie de ce livre. Quelle est l'histoire du manoir qui a été donné au général Berthelot entre sa dernière visite et sa restauration par l'Académie roumaine? Il a été confisqué par les communistes. Quelle est son histoire? Je l'ai visité, il était en ruine. Je l'ai visité aussi quand il était en ruine. Donc, vous savez, ce manoir, c'était le manoir d'un comte hongrois qui était confisqué donc à la fusion de la Transylvanie et qui a été donné au général. Et en fait, lors de la période communiste, j'imagine, ce manoir qui était à l'origine, avec son domaine, destiné à financer des étudiants militaires roumains pour venir en France. Les bénéfices devaient être attribués à ces étudiants, a été laissé à l'abandon, et donc il a été pillé, j'ai vu comme vous, et il a été par la suite restauré. Et donc c'est un centre, si j'ai bien compris, de séminaire dans le domaine de la biologie. Je ne sais pas plus. J'aurais dû aller, j'étais invité par l'Académie, malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre pour des raisons personnelles. Je pourrais compléter pour répondre à votre question. Merci. Donc, ce manoir qui était encore il y a 7-8 ans, arrivé dans un état de ruine qu'on ne croyait plus pouvoir récupérer. Vous savez que le général Berthelot a laissé par testament ce manoir et sa propriété à l'Académie roumaine. Oui, avec l'exécuteur testamentaire qui était Rossetti. Exact, le général Rossetti, le grand-père d'un des membres de la Maison roumaine, de Jean Varlam, que tu as bien connu. Et donc, ce manoir qui, pendant l'époque communiste, a été utilisé comme siège d'une coopérative d'État agricole, etc., c'était terrible. C'est resté tel quel, mais l'Académie roumaine, il y a environ 7-8 ans, l'a restauré. Et actuellement, c'est un centre qui appartient à l'Académie, qui est en partie une sorte d'auberge
pour les académiciens qui veulent se reposer dans cette très belle région qui est celle de la pays de Hatse. Hatseguli qui est un pays parce que le village de Farkadao, actuellement Général Berthelot, se trouve à la périphérie de la ville de Hatse. Et il y a également, comme Jean-Claude disait, il y a des salles de séminaire, etc. Et c'est tout ce complexe, disons, qui appartient à l'académie, est mis à la disposition gracieusement, surtout des académiciens, pour faire des séjours, organiser des séminaires, etc. Madame Stan était présente il y a 3 jours à un séminaire qui a été organisé, notamment, il a eu lieu à la représentation de la Commission européenne à Paris. Et elle a fait une belle intervention. Et il y en a eu d'autres, notamment aussi celle du professeur Cipaiano, que je peux un peu suivre, qui parlait justement du retour de l'armée du Danube en Roumanie en automne 2018, et c'était une histoire assez... Pardon, elle est la directrice du musée de la plus grande université roumaine, l'université Babeș-Bolyai de Cluj. Merci d'être là, madame. Merci de m'avoir présenté. Oui, je suis donc de passage à Paris et j'apprécie que j'ai la chance de voir ça et puis de voir les mémoires de Berthelot. Je voulais juste faire un petit commentaire sur la question de Farkadin. Je vais vous envoyer, parce qu'on a fait un sorte de dossier dans une revue roumaine, Sinteza, peut-être vous connaissez la revue. On a fait un dossier sur Berthelot et là il y a des photos récentes de manoir, voilà. Donc vous pouvez accéder sur Internet pour voir comment ça c'est très, très bien restauré. Et si je ne me trompe pas, juste au moment où nous, avec le professeur Cipaiano, nous étions à Paris ici, il y avait une manifestation de l'Académie roumaine à Caransebeș et à Farkadin en mémoire de Berthelot. Donc ça se vit bien. Et je crois que c'était en juin que l'Académie a fêté à nouveau Berthelot. C'était une sorte de conférence, peut-être que vous le savez, en juin 2018. Ils ont fait une journée à la mémoire de Berthelot à Bucarest. Oui, j'étais invité. Voilà, justement, donc vous le connaissez bien. Je le regrette encore. Et je crois qu'ils ont remis à l'ordre du jour l'idée du prix Général Berthelot, qui a été remis, ou ça va être remis à Jean-Noël Grandon, justement, pour sa biographie. Parce que, bon, c'est celui qui a écrit peut-être le plus sur le général. Est-ce que le général Berthelot a eu un rôle dans le traité, la préparation du traité de Trianon? Et mentionne-t-il ses relations ou pas avec Emmanuel de Martonne? Je suis membre de la Société de géographie. Il a été président de la société, qui était désigné comme le chef de la mission géographe qui devait proposer le tracé de la nouvelle frontière. Vous avez raison, mais je ne savais pas répondre. Par contre, il y a au jour le jour tous les personnages qu'il a rencontrés ici dans le journal, et ça on peut voir. Mais ce que je sais, c'est à travers ses lettres, parce qu'il ne parle pas de... Il y a aussi des lettres de Berthelot, donc qui sont publiées seulement en partie, ou comme celle que j'ai lue quand il écrit à Claudius, son cousin Germain Claudius. Il écrit à Louise, il écrit à Georges, son neveu, et dans ses lettres, il en dit souvent plus que dans son journal. Mais ce que j'ai vu, c'est sa correspondance avec Clémenceau, où il demande à Clémenceau de le rappeler, et Clémenceau lui dit « mais vous vous moquez de moi », enfin bon, c'est à ce niveau-là, et où il dit « mais vous attribuez plus à nos alliés qui n'ont rien fait qu'à la Roumanie qui a fait beaucoup et qui a beaucoup souffert ». Et c'est l'esprit, hein, donc ce que je sais qu'il a beaucoup soutenu. Bon, évidemment, la reine Marie qui est venue en France et qui a séduit, entre guillemets, Clémenceau, peut-être Berthelot aussi, Clémenceau, a changé, enfin, a aidé beaucoup à ce que ces traités puissent se faire, et la Roumanie a gagné beaucoup.
Malheureusement, bon, après la guerre... Mais la réaction de Clémenceau, où il y a eu ce dialogue, quelle était la réaction de Clémenceau? Clémenceau a fini par dire, mais oui, parce que c'était, le dialogue c'était à travers en télégramme. Oui, donc il y a des témoignages. Ah ben j'ai les écrits. Hein. Oui. Clémenceau dit, mais vous inversez les rôles, si vous n'aviez pas ma confiance, ben, je vous aurais rappelé. Maintenant, si vous voulez revenir, eh ben, vous démissionnez, c'était ça l'histoire. Le grand argument d'Emmanuel Marton, peut-être sur la suggestion de Berthelot et d'autres amis de la Roumanie, c'était d'inclure dans la nouvelle Roumanie une ligne de chemin de fer stratégique beaucoup plus à l'ouest que initialement prévu pour la nouvelle frontière. Ce qu'il a réussi. Non, mais cette ligne de chemin de fer a été incluse dans les frontières parce qu'elle longe actuellement l'argument à Arad. Puis l'autre frontière, c'était avec la Serbie. Ah oui. La Serbie aussi avait lutté très héroïquement. Et puis c'était assez difficile. Je crois que les discussions avec Clémenceau étaient également sur le Banat, oui. Également sur le Banat. Donc, qui a été coupé en deux, voilà, qui est une partie à la Roumanie, une partie à la Serbie. Il y a des Roumains, il y a plus de Roumains en Serbie que des Serbes en Roumanie, ça c'est clair. Hein. Donc, bon, enfin, c'est juste... Ce qui a fait démissionner d'ailleurs Lionel Bretel. Voilà, donc, qui demandait encore plus de ce côté-là. C'est vrai. Oui, ce qu'il faut dire, donc, vraiment, avec Berthelot, c'est qu'il y a eu quelque chose de fondamental, c'est que, avec l'entrée de la Roumanie en guerre, il y a eu des unités allemandes enlevées du front de Verdun en 1916, en plein Verdun, en octobre, ça se terminait en décembre. Eh bien, des unités allemandes qui ont été prélevées de Verdun pour être envoyées en Roumanie. Parce que les Roumains avaient battu les Autrichiens et les Hongrois. Mais c'était les Allemands qui sont venus avec le fameux von Mackensen. Qui Mackensen? Alors maintenant, la deuxième chose qui est assez peu soulignée, c'est que, donc c'était le but de l'entrée de la Roumanie en guerre. Puis la deuxième chose extraordinaire, c'est qu'il y a eu cette fameuse, tristement fameuse, paix de Bucarest. Bon, en mai 1918. Mais il faut dire que cette paix n'en a pas été une. Ça n'a pas été un traité de paix. La Constitution prévoyait que le roi devait la signer, le roi n'a jamais signé. Cette convention, le soi-disant traité de paix, prévoyait que les Roumains allaient désarmer, les Roumains n'ont jamais désarmé. Tant et si bien que von Mackensen et 150 000, il y a des chiffres qui varient, 170 000, on donne le 170 000 combattants allemands étaient encore en Roumanie. Il y a eu pas que des Allemands. Le 11 novembre 1918, ils étaient toujours là. Vous avez tout à fait raison, et bon, mais j'ai pas voulu entrer, vous avez raison de souligner, c'est très important. Mais disons, j'ai pas voulu entrer non, mais bien sûr, c'était tellement large. Oui, non, c'était surtout des choses comme une ça. Présentation du livre où j'ai pris quelques éléments, mais vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect qui était aussi l'ouverture d'un second front avec les Russes, et qui était très important pour la France, bien sûr. Puis il y a, donc, moi j'ai relu Grand Temps parce que je n'avais pas encore l'autre, et il y a un épisode, un long épisode aussi, incroyable avec les bolcheviks. Hein. C'était vraiment, il y a eu des bolcheviks qui ont essayé un coup à Iași, oui, dans la capitale de la Roumanie. Ça le début. Et ce sont d'autres troupes, surtout ukrainiennes, qui ont arrêté les bolcheviks à Iași. Puis il y a eu toute une histoire avec la Bessarabie, enfin donc ce qu'on appelle maintenant la République moldave, où donc c'était vraiment pas évident
Et donc Berthelot était tout à fait un acteur de ces opérations. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que c'était un personnage très sympathique. Ce côté... Je crois qu'il avait beaucoup de charisme. Ah oui, oui, c'est vraiment parce que bon, c'est un grand militaire qui a fait des choses... Mais aussi, c'était un homme visiblement militaire de poids et ça tient de famille. Oui, oui, absolument. Toré a pris, je lui ai passé les souvenirs, il a utilisé les souvenirs avec mon accord entier, il en a discuté, il n'a pas tout publié. Et il a, en plus, bon, il a mis des lettres que je lui ai passées, qui allaient avec ça, il a fait un excellent travail, mais Jean-Noël Ganton aussi, il a fait un excellent travail aussi. Et donc, effectivement, je recommande ce livre, qui est très bien fait. Mais disons que là, ce n'est pas l'intégralité des mémoires telles que les a écrits. On a mis en plus des lettres, on a mis... Tout à fait. Mais ici, c'est juste l'épisode Roumanie. Voilà. Pas le complet. Oui, là, vous voyez l'épisode... On connaît l'ensemble de... Voilà. Ce que je souhaitais, c'était effectivement mettre à disposition du grand homme l'intégralité, en fait, de... sa carrière... et telle, surtout, qu'il les a écrites. Il n'y a pas d'interprétation. Alors ça demande une petite gymnastique parce qu'on se demande des fois où est-ce qu'on recasse ça, mais si on connaît l'histoire, des souvenirs de la Grande Guerre du général Berthelot sont utilisés aussi pour faire une analyse de la situation politique de l'Europe et de ce qui s'est passé. Et à ce propos, je souhaite rappeler surtout l'existence d'un article assez récent, mais tout à fait remarquable, dont le titre est révélateur, publié par Jean-Noël Grandhomme, qui s'appelle, je n'ai pas en tête exactement l'article, mais s'appelle quelque chose, la guerre de containment, pour utiliser un terme, un anglicisme, en Bessarabie et ailleurs, et ce guerre de containment où le général Berthelot a été particulièrement présent et dont on peut tirer, donc faire cette analyse basée sur des témoignages qui sont compris dans ces souvenirs, est une guerre qui, pour la première fois, a été menée en Europe pour bloquer l'invasion bolchevique. L'invasion bolchevique à l'est, l'invasion bolchevique à l'ouest. Parce que c'est grâce à la Roumanie que cette guerre, où le général Berthelot était très présent, a été menée contre, évidemment, les hordes bolcheviques russes, mais également contre Belakoun et ses exponents en Hongrie. Donc ça c'est une chose, à mon avis, qui est un peu essentielle. Son propre histoire, on a l'histoire de la Grande Guerre. C'est ça qui est absolument fascinant. Parce que comme il a été aussi à Verdun, il a été aussi sur le front de l'Est, enfin, il a été partout, quoi. Et il est allé même aux États-Unis pour chercher... C'est fascinant. C'est fascinant. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, Maël, mon petit-fils, est passionné de Berthelot et d'histoire. Non, mais aussi... C'est presque plus que moi, d'ailleurs. La mission militaire française n'était pas seulement une mission uniquement militaire, mais avait la section sanitaire qui a joué un rôle absolument essentiel. L'organisation sanitaire en Roumanie a commencé grâce à un Français, c'est le docteur Davila. Et ensuite, elle s'est modernisée grâce à la présence dans la mission française de la Grande Guerre de la section sanitaire. Le professeur de l'université de Iași, qui nous a fait la conférence il y a 2 ans et quelques, a très très bien souligné. Et d'ailleurs, en parlant de cette mission militaire, je prononcerai un seul nom qui me semble particulièrement révélateur. C'est le nom de Marcel Fontaine. Marcel Fontaine, c'est une super personnalité. Il a été militaire
envoyé, donc il était officier dans la mission militaire, mais il est tombé tellement amoureux de la Roumanie qu'il est revenu entre les deux guerres. Il a été professeur de français à Bucarest, il est devenu le directeur de l'Institut français à Bucarest, d'où il a mené une action extraordinaire en dénonçant la mainmise et les coups d'État communistes en Roumanie tout de suite après la Seconde Guerre. Il a été expulsé de Roumanie, mais il a continué son combat en France parce que ses interventions pendant des années à la Radio France, qui sont actuellement répertoriées dans les archives qu'on devrait un jour bien étudier et consulter, qui présente une image de la réalité roumaine des années 50, de ces années catastrophiques, les années d'horreur où l'élite roumaine était éliminée à l'époque communiste. Est-ce que c'est son journal de guerre qui a été publié par l'Académie roumaine? Le journal de guerre de Marcel Fontaine. Oui. Oui, Ça a même été traduit en roumain, Oui, c'est ça. aux éditions Humanitas, l'année passée, je crois. J'ai lu ça, ce ça journal. c'est son journal de guerre. Oui. Moi, je parle de ses émissions à la Radio France Oui, je comprends des bien. années 50. Mais c'est Qui, intéressant à mon avis, du d'avoir- point de vue historique, c'est peut-être encore plus important. Sûrement, mais concernant le général Berthelot, c'est le point de vue d'un des jeunes officiers qui l'ont accompagné. C'était aussi un angle de vue intéressant. Les institutions roumaines qui ont été créées à Cluj, notamment au moment après la réunification, par des binômes franco-roumains, c'est impressionnant. De l'Institut de spéléologie, avec Janel, la faculté de géographie, avec Emmanuel Marton, etc., etc. Dans l'éducation, dans la santé. Enfin, c'est un cas unique de coopération entre deux Justement pays. parce que c'était l'idée de remplacer l'influence hongroise par l'influence C'est française. stratégique. Pierre Sergescu, étudiant pendant la Première Guerre, il a mené une campagne pro-française et contre l'entrée en guerre de la Roumanie aux côtés de puissance centrale. Il a été arrêté par les Allemands après l'occupation de Bucarest. Il a été interné dans un camp en Bulgarie pendant 18 mois. Puis il est venu en France, il a passé une super thèse de mathématiques et il est devenu le créateur de l'Union internationale d'histoire et philosophie des sciences internationale, dont le siège était à Paris, et il est considéré comme le principal créateur des institutions internationales liées à l'histoire et philosophie des sciences. J'ai aimé le livre de Anka Non, Lebert. c'est pas le mien, pardon. J'ai participé, c'est justement, monsieur, puisque vous avez évoqué le nom de monsieur Janel. Voilà. C'est la fille Janel qui a écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez eu en main. Je viens de l'avoir en main, un professeur de Cluj vient de l'envoyer. C'est qui a été traduit Si C'est vous voulez. Alexandre Pacoura qui m'a envoyé. Et alors, le 21 octobre, Jacqueline Janel, aura 100 ans.